vous allez me dire, effectivement, le gars, il fait son boulot, 15 000 assassinats, aucun plaisir. Au contraire, il a mal aux jambes. Ah, attention. Le plaisir est différé. Parce que pour avoir fait un travail aussi brillant, il reçoit quand même beaucoup de gratification, cet homme. Hein, on lui offre une montre en or, on lui offre un revolver d'honneur, et puis on va lui offrir des médailles, un ordre de Lénine, un ordre de ceci, un ordre de cela. Tous ces ordres sont accompagnés de prestations sonnantes et trébuchantes, et puis une datcha, et puis une voiture, etc. Et il finira, alors, après la mort de Staline, il va être mis un peu de côté, parce qu'il en a peut-être un peu trop fait, puis il en a un peu trop vu, mais il va quand même mourir dans son lit. Bon, hein, et lors de son enterrement, ses chers collègues seront tous là pour saluer vraiment ce travailleur de choc, si je puis dire. Hein, donc voilà, bon, voilà le niveau de... Alors vous allez me dire, on pourrait faire exactement la même réflexion concernant la SS. Dans les camps, à Auschwitz, etc. Il faut bien dire que les SS mettaient moins la main, j'allais dire à la pâte, le mot n'est pas très approprié, les SS mettaient moins la main à la tuerie, parce qu'en fait, ils faisaient faire le travail par des détenus, à Auschwitz, etc. C'était des détenus qui conduisaient les Juifs dans les chambres à gaz, etc. En ce qui concerne les Einsatzgruppen, là, alors, y aller, et précisément cette débauche de cruauté avait un impact sur le moral et la santé psychique des SS en question, et donc il a fallu aseptiser souvent, ce n'étaient pas des SS d'ailleurs, c'était des gens qui avaient été sélectionnés par ailleurs, et justement, des gens de la police souvent, qui avaient été recrutés, etc., et qui ont craqué, en fait. Ils finissaient par craquer, ces gars-là, parce que, oui, à patauger dans le sang toute la journée. Alors, ça dépend des endroits. Le célèbre, le triste massacre de Babillard, quand en septembre 1941 à Kiev, les Allemands ont fait exterminer toute une partie de la population juive de la ville, pratiquement plus de 33 000 morts en 3 jours, quand même. Bon, alors là, c'était essentiellement des SS, ou des soldats de la Wehrmacht, mais bon, les Einsatzgruppen, effectivement, ils finissaient par craquer, c'est-à-dire il fallait qu'ils se saoulent soit avant, soit après, copieusement, mais c'était la même chose, il faut bien dire, en partie pour les bourreaux de la Tchéka. Alors pour les bourreaux de la Tchéka, c'est-à-dire du début des années 1918, 19, 20, 21, 22, on a les rapports des archives, ils sont très clairs, puisque Dzerzhinsky, le patron de la Tchéka, envoyait des émissaires pour superviser ce qui se passait, et il rendait des rapports tout à fait étonnants en disant bah oui, ils sont tous bourrés de cocaïne parce que bon, le travail est très dur, etc. Oui, enfin, tout en ajoutant, le siège de la Tchéka a été transformé en un immense bordel où on amène les bourgeoises, donc vous avez compris que bon, là aussi il y avait du plaisir. Non mais quand, il faut bien se... Je sais bien que ça n'est pas dans nos gènes et ça n'est pas dans notre culture, mais il faut bien se mettre dans la peau de gens qui ont conquis un pouvoir absolu, qui font ce qu'ils veulent. Personne ne rien. Est-ce que ce pouvoir est si absolu que ça? Vous soulignez justement que moins le pouvoir central est stable et puissant, plus la cruauté peut se donner libre cours. Donc la cruauté, là, c'est un moteur de consolidation d'un pouvoir fragile. Cet homme est cruel. il souligne toutes les difficultés de l'ouvrage. Alors, en fait, là, vous renvoyez au chapitre concernant le Moyen-Âge, qui est sans doute le chapitre le plus, théoriquement, le plus profond sur la relation du pouvoir avec la cruauté. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, au Moyen-Âge, il n'y avait pratiquement plus de pouvoir central, il n'y avait même pas de monarchie, ou à peine, et donc, les pouvoirs étaient des pouvoirs privés, c'est-à-dire les petits seigneurs, etc. Bon. Et évidemment, là, les cruautés privées se déchaînaient.
Et donc, notre collègue Yves Sassier, qui est un grand spécialiste d'histoire du droit, et du droit du Moyen-Âge en particulier, je vous recommande d'ailleurs le livre qu'il vient de publier sur Robert Le Pieux, qui était un des fondateurs de la monarchie française, très intéressant, autour de l'an 1000. Et donc, il montre très bien que la monarchie, petit à petit, a réimposé du droit, justement, là où il n'y avait plus aucun droit, et où chacun faisait chaque petit seigneur, chaque petit chevalier, etc., faisait ce qu'il voulait, et s'il voulait régler des comptes, il le faisait sans aucun problème, y compris avec des méthodes particulièrement brutales parfois. Donc petit à petit, la monarchie se constitue, impose le droit du roi, sanctionne les petits seigneurs, ou même les grands seigneurs. Il y a un exemple extraordinaire qui est l'exemple de... comment s'appelle-t-il toujours pareil quand vous cherchez, le connétable de France, qui était le compagnon de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais, connu sous le nom de Gilles de Rais, un des plus grands seigneurs français, qui pour faire de l'alchimie, il s'était fait escroquer par des Italiens qui lui vendaient de l'alchimie avec laquelle il pensait pouvoir fabriquer de l'or. Ça renvoie à la précédente conférence. Il voulait fabriquer de l'or parce que c'était un homme qui avait un niveau de vie très très élevé, donc il lui fallait beaucoup d'argent. Alors pour fabriquer son or, à travers ses méthodes alchimiques, il s'est livré à des atrocités absolument extraordinaires dans son château de Tifaux, en Vendée, kidnappant des enfants toutes les semaines, les coupant en morceaux, les torturant, les faisant brûler, etc. Tout ça pour faire de l'or. Bon. Jusqu'au moment où ça a fini par faire désordre. C'est-à-dire que quand des dizaines et des dizaines d'enfants ont disparu, il y a une rumeur, comme on dit, qui a commencé à circuler, et à l'époque, il y avait deux pouvoirs. Il y avait l'Église et il y avait le roi. Et ça a commencé par l'Église, c'est-à-dire que l'Église a commencé à dire « ce Gilles de Rais, il se conduit en hérétique, il y a un problème avec ce monsieur ». Et bien entendu, cet homme avait une telle arrogance, un tel orgueil que, évidemment, quand il a été convoqué, il a réagi très violemment, c'était intolérable, comment lui, etc. Bon, comme étape de France. Mais l'Église ne marchait pas, et il dit non, ça ne marche pas, on fait des enquêtes. Alors, les enquêtes, c'était très simple, on a attrapé les complices de Gilles de Rais, et puis on leur a appliqué la question. Voilà, encore un petit moment de cruauté. Ils ont évidemment tout de suite avoué tout ce qu'ils avaient à avouer, et donc, à ce moment-là, l'Église a remis le connétable au bras séculier, c'est-à-dire au roi, à la justice du roi. Et là, le connétable, ça c'est très mal terminé. En chemise, pieds nus, cierge à la main, devant toute la population réunie, il a été obligé de faire amende honorable, et puis il a fini par être exécuté. Donc voilà, voilà un exemple où le pouvoir central, monarchique, intervient jusqu'au plus haut niveau, Alors le problème c'est le point d'équilibre. S'il n'y a pas assez de pouvoir central, vous avez tous ces petits pouvoirs privés qui se déchaînent. Encore aujourd'hui, on a plein d'exemples partout dans le monde. Je ne sais pas, prenez l'Amérique latine, vous avez tous les clans, tous les narcotrafiquants qui s'emparent d'un pays, qui s'emparent d'une prison, qui s'emparent d'un président. Enfin, c'est totalement ahurissant. Ce sont des groupes privés qui font leur business et qui se déchaînent et qui massacrent des populations qui n'en peuvent plus. Bon. D'un autre côté, quand ce pouvoir devient trop puissant, alors on voit là aussi qu'on est dans un déchaînement de cruauté, mais à une autre échelle. En général, les cruautés privatives par des groupes privés, par exemple les mafieux, les mafieux latino-américains narco-criminels, bon, bien sûr, ils font des dizaines et des dizaines de morts, voire des centaines, mais ça n'a rien à voir avec la cruauté, la terreur de masse pratiquée par des régimes totalitaires. Là, c'est plus par centaines, c'est plutôt par centaines de milliers, voire par millions. Je ne parlerai pas de la Chine, puisqu'on n'en a pas parlé aussi, un tout petit peu dans le livre quand même. Il y a quand même un chapitre sur M. Kang Sheng, que vous ne connaissez peut-être pas, mais un charmant garçon qui était le chef de la terreur de Mao Tse-tung.
un homme qui a fait couler beaucoup de sang, et dans des conditions particulièrement atroces. Parce que, par exemple, dans les années 41, 42, 43, Mao Tse-tung, dans sa zone libérée au nord-ouest de la Chine, où il avait son petit pouvoir, avait attiré, par des discours, les intellectuels de Shanghai, de Pékin, etc., pour mieux les liquider. Et en général, il les faisait enterrer vivants. Toujours sympathique, ça aussi. Alors vous me direz, c'est mieux, il n'y a pas de sang. Bon, d'accord, bon, on peut discuter. Mais non, mais voilà, et il faut bien dire que l'appréciation globale des morts victimes du communisme en Chine, ça tourne vraisemblablement autour de 70 millions de morts, quand même. Donc, donc quand même une grande famine provoquée par Mao, provoquée par incompétence, à ne pas confondre avec la famine ukrainienne de 32-33, qui était vraiment une famine organisée par Staline pour casser la paysannerie ukrainienne, qui résistait à la collectivisation. Il fallait la casser. Pour la casser, on organise une famine. Et à partir de ce moment-là, cette population, elle est fracassée et elle ne se relèvera pas. Elle se relèvera pas. Sauf maintenant, l'agriculture soviétique a été détruite par cette affaire, et c'est d'ailleurs en partie de ça que le régime est tombé en 1991. Il faut quand même rappeler que pendant toutes les années 80, le régime soviétique était incapable de nourrir sa population, alors que l'Ukraine était quand même encore dans l'Union soviétique. Et l'Ukraine, rappelons-le, c'est aussi une des raisons de cette guerre, c'est les terres les plus riches, depuis Brest, au fin fond de la Bretagne, jusqu'à l'océan Pacifique. Et ça n'était pas nouveau, puisque Voltaire, dans un de ses livres de 1831, avait fait toute une page là-dessus, en disant, voilà, les terres les plus riches sont là. Bon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tout le monde veut s'en emparer. Lénine a voulu s'en emparer dès 1917, Staline a voulu le conserver, Hitler a voulu bien entendu la prendre en 1941, et M. Poutine, en reprochant aux Occidentaux de vouloir le priver d'un juste morceau, l'Ukraine, a bien signifié lui aussi ce qui l'intéressait dans cette affaire. Donc voilà, donc ne pas confondre les famines, elles ont des raisons différentes, mais elles aboutissent, elles sont toutes en relation très étroite avec la question du maintien au pouvoir du Parti communiste, le Parti soviétique ou le Parti chinois. Alors reste le cas Khmer Rouge. On a un chapitre par un Français qui est un des meilleurs connaisseurs de l'histoire des Khmer Rouges, il vit d'ailleurs au Cambodge depuis 30 ans, c'est un très bon ami. Le cas des Khmer Rouges est quand même singulier, parce que là, il y a un mélange de terreur communiste, il y a un mélange de terreur révolutionnaire française, parce qu'un certain nombre des responsables Khmer Rouges formés par des Français, bien entendu, ayant éventuellement suivi des études en France, étaient littéralement fascinés par Robespierre, Saint-Just, la guillotine. Et donc, voilà, on extermine les ennemis politiques, c'est tout à fait normal, plus une dimension particulière au Cambodge, à la culture cambodgienne. Ces gens-là ont aussi pratiqué des cruautés à différents moments, mais quand vous mettez tout ça dans le même bol, que vous agitez bien fort, et que d'un seul coup, vous avez des gens qui se sont emparés du pouvoir absolu en quelques jours, eh bien, effectivement, vous arrivez à un résultat invraisemblable, puisque en 3 ans et demi, ils ont assassiné à peu près le quart de la population. Alors, excusez-moi, est-ce que la cruauté doit nécessairement être publique, connue, pour être efficace? Ou est-ce que... Il est de plus en plus cruel. Ou est-ce que c'est aussi un moteur de cohésion pour un pouvoir vis-à-vis de ses partisans, de ses soutiens? Est-ce que entraîner un peuple, ou en tout cas un parti, les membres d'un groupe, dans une spirale de cruauté, c'est pas un moyen aussi d'assurer une cohésion? Alors, là, vous posez plusieurs questions de fond qui renvoient à des phénomènes historiques bien précis. La cruauté spectacle, je dirais, ou spectaculaire,
et puis la cruauté secrète. Parce qu'on a, si on ne prend rien que l'URSS, on a vraiment les deux cas tout à fait évidents. Alors, la cruauté spectaculaire, c'est vraiment la cruauté de la guerre civile. 1918, 19, 20, 22, quand par exemple, fin 1920, les Rouges finissent par écraser les Blancs et s'emparent justement de la Crimée, on va, dans la ville de Sébastopol, en quelques jours, on va pendre au balcon 50 000 Blancs. 50 000 soldats et officiers qui étaient chez les Blancs, qui sont coincés dans cette péninsule. Bon, ils sont chopés, et allez, on fait les pendaisons, c'est spectaculaire, et ça c'est vraiment un élément de terreur, où la terreur est destinée à tétaniser. Bon, mais c'est ponctuel, j'ai envie de dire. Voilà. Une fois qu'on a pendu ces 50 000 gars, bon, on passe à autre chose. Avec Staline, on change tout à fait de registre. Chez Staline, la terreur est secrète. La grande terreur de 37-38 dont je parlais tout à l'heure, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas à la surface de la société. Tout à fait étonnant. 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête en 14 mois. Sa fonction, c'est juste éliminer des opposants. Voilà. La fonction là, c'est vraiment de faire le ménage. Alors, faire le ménage, qu'est-ce qui disait cette expression? Si on ne passe pas le balai dans les coins, il y a toujours de la poussière. Oui, bien sûr. Donc, faire le ménage, ça veut dire... Les ordres sont précis, on les a, les ordres, maintenant. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'au début des années 80, je vous rappelle que l'URSS s'était écroulée en 91, les archives ont commencé vraiment à s'ouvrir un petit peu avant, mais surtout en 92. Encore en 82 ou 3, vous aviez l'un des principaux historiens américains concernant l'URSS qui avait parlé de cette grande terreur en disant « cette grande terreur, pourquoi parle-t-on de la grande terreur alors qu'elle n'a fait que quelques milliers de victimes innocentes ?» Quelques milliers de victimes innocentes. Oui, enfin, quelques milliers. Alors disons, allez, au maximum 5 000, quelques milliers. Mais de 5 000, on passe à 700 000. Ça n'a rien à voir. On est dans un autre univers. Et en plus, on a, les archives s'étant ouvertes, on a les ordres qui sont très clairs. Et vous avez deux grandes catégories de terreur dans la grande terreur. Vous avez une terreur qu'on peut qualifier de sociopolitique, c'est-à-dire qu'on va éliminer des catégories de population qui n'ont rien à faire dans la nouvelle société. Donc, alors, des anciens prêtres, des anciens fonctionnaires tsaristes, d'anciens officiers tsaristes, etc. Des koulaks. Les koulaks, c'est les paysans qui refusent la collectivisation. Tous ces gens-là, c'est dit dans l'ordre signé de Staline, il est écrit, ce sont des gens du passé. Donc des gens du passé n'ont rien à faire dans une société de l'avenir. C'est quand même assez clair, ça. Bon. Alors ça, c'est la moitié, à peu près, des 700 000. Et l'autre moitié, c'est un nettoyage ethnique. C'est-à-dire qu'on a une opération polonaise. Bon, tous ceux qui ont été polonais ou en contact avec des Polonais, liquidés. Opération allemande, une opération grecque, c'est-à-dire toutes les minorités sont déclinées et liquidées au fur et à mesure. Donc voilà, des choses qui paraissent tout à fait bizarres, puisque j'ai presque envie de dire, à la limite, on comprendrait qu'un Staline, qui est un vieux bolchevique, liquide des gens pour des raisons sociopolitiques. Voilà, c'est des bourgeois, on les liquide. Mais des ethnies, pourquoi liquider ces ethnies? Bon, il y a des raisons, bien entendu, qui sont des raisons politiques. Et alors ça renvoie à une expression que j'avais utilisée au moment du livre noir du communisme, qui a fait beaucoup de polémiques, mais bon, que je maintiens, et qui d'ailleurs est de plus en plus utilisée par les historiens, c'est le génocide de classe. La notion de génocide, alors là, on rentre un peu encore dans une autre problématique, toute la problématique du génocide. Je vous rappelle que le mot génocide a été inventé en 1943-44 par un grand juriste juif polonais, Raphaël Lemkin, qui, à la demande des Américains, avait été chargé de faire un rapport sur toute la législation que les nazis avaient mis en œuvre, législation répressive bien sûr, dans les pays qu'ils occupaient.
Hein. Et donc, Lemkin, il a ramassé toute la littérature qu'il a trouvée, enfin, toute la presse, toutes les publications nazies, etc. Et puis, à l'arrivée, il a dit, bon ben voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et puis ils ont fait ce que j'appelle un génocide, c'est-à-dire l'extermination de populations entières, non pas parce qu'elles avaient fait, parce qu'elles auraient résisté, etc. Non, non, pour ce qu'elles sont. Hein. Bon, bah, en l'occurrence, ce sont des juifs, ce sont des Romains Michel, ce sont ceci, ce sont cela. Hein, donc voilà, et ce mot génocide, alors le problème c'est que il y a bien eu, alors je rappelle que le crime de génocide n'a pas été retenu au tribunal de Nuremberg. Hein.